Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par l'intimité des personnes hautement sensibles. Je m'appelle Sophie, je suis coach certifiée, thérapeute de couple, sexologue et auteure de 4 livres, dont le livre Hypersensible mode d'emploi que vous retrouverez sur mon site dubonheurembarre.com et dans toutes les librairies. J'accompagne les personnes sensibles, mais pas que, adultes, ados et enfants qui veulent comprendre leurs émotions et leur mode d'emploi, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles et trouver leur place dans leur vie professionnelle. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener une fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en Barre sur Instagram, Pinterest ou sur le blog. Je vous partage régulièrement des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent en séance, qui est celui de la baisse de libido. J'ai pu faire le week-end dernier un atelier, un petit cercle de parole autour de cette thématique avec des femmes et à la fin de cet épisode, je vous partagerai les questions qui sont revenues pendant ce petit cercle et j'y répondrai bien sûr, mais comme ça pourra vous donner peut-être des outils concrets pour travailler sur votre baisse de libido. Je sais que quand on a moins envie, on peut se demander en fait pourquoi j'ai plus envie. Depuis quand? Est-ce que ça veut dire que ma relation va mal? Est-ce que je vais retrouver un jour l'envie? Ou est-ce que c'est foutu pour toute la vie? Est-ce que c'est parce que mon ou ma partenaire m'attire plus? Ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? On peut même se demander si on est devenu frigide. Et en fait, je me rends compte que la perte de désir, elle impacte pas que notre relation, elle peut vraiment impacter notre bien-être mental. Et bien sûr, la relation amoureuse, mais pas que la relation sexuelle. Ça peut vraiment impacter le couple au sens large. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que plus on va vouloir avoir du désir, moins on va en avoir, et moins on va en avoir, plus on va se culpabiliser. Avant de vous donner un peu les solutions pour raviver le désir, j'ai déjà envie qu'on prenne le temps d'explorer ce que c'est vraiment que le désir sexuel. Le désir sexuel, c'est, je dirais, une énergie, une pulsion qui va vraiment nous pousser à la recherche d'un plaisir érotique. Les sources du désir sexuel, ça va être des sources, peut-être des fantasmes personnels, donc des sources plutôt internes, ou ça va être des sources externes parce qu'on va être attiré par un objet, par une personne, par une image, etc., par quelque chose que l'on va visualiser en réel. Le désir sexuel, en fait, c'est le sentiment d'être attiré peut-être par soi aussi d'abord, par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'une manière sexuelle, pour résumer. Je réalise que c'est pas évident d'évaluer son désir sexuel parce que, en fait, on va toujours l'évaluer soit par rapport à sa propre libido d'avant, soit par rapport à d'autres personnes. Et du coup, ça va être de la comparaison par rapport à la perception que l'on a de ces autres personnes ou par rapport à l'interprétation de leurs propos. Donc il n'y a rien de très, je dirais, de très objectif là-dedans. Il n'y a pas de critères, déjà, pour mesurer son désir sexuel, donc c'est assez difficile vraiment de rester objectif. Pour autant, je me suis dit que je voulais essayer de vous proposer une sorte d'échelle qui vous permettait de réfléchir à votre propre niveau de désir. Cette échelle, je vais la mettre visuellement sur mon site, comme ça si vous voulez la visualiser, vous pourrez la voir et je vais vous la décrire petit à petit. Je précise vraiment que chaque personne va avoir une expérience unique de sa sexualité et les catégories que je vais vous proposer sont que des repères généraux qui reflètent pas nécessairement la diversité de chaque expérience individuelle. En haut de l'échelle, on pourrait mettre le désir sexuel hyperactif, qui correspond à une envie sexuelle qui va être très élevée, qui va nécessiter plusieurs activités sexuelles quotidiennes. Ce sera des activités seules ou des activités partagées.
Après, on a le désir sexuel que je qualifie de normal, même si je déteste ce mot, qui va être vraiment un équilibre entre des envies sexuelles fréquentes et une participation régulière à des activités sexuelles, sans pour autant que cela domine la vie quotidienne. Après, on va avoir le désir sexuel hypoactif. Donc là, on peut avoir des envies sexuelles qui vont être occasionnelles, une participation à des activités sexuelles de temps en temps, mais de manière non régulière. Après, on va avoir l'absence de désir sexuel. Là, c'est vraiment la rareté d'envie sexuelle avec peu ou pas d'intérêt pour les activités sexuelles en tant que telles. Et en dernier point, je mettrais l'aversion sexuelle, qui est vraiment un sentiment de dégoût ou de répulsion face à la sexualité. Voilà, cette échelle, elle peut vous permettre de vous dire « Ah bah voilà, moi je me situe en ce moment sur tel critère ou sur telle catégorie ». La baisse de libido, ça peut être quelque chose qui va être temporaire. Pendant quelques temps, on va avoir moins envie de pratiquer des activités sexuelles et on va moins y penser. Parfois, la baisse de libido, elle est confondue avec des troubles de l'érection ou la difficulté à atteindre l'orgasme. C'est vraiment 3 choses différentes. C'est pas parce qu'un homme n'a pas d'érection qu'il va pas avoir de désir. Je dirais que la perte de libido, c'est exclusivement l'absence de désir sexuel. On peut pas dire qu'une personne souffre de désir sexuel hypoactif si c'est son partenaire ou sa partenaire qui vient la chercher pour un rapprochement intime. C'est pas parce que c'est pas elle qui en fait la demande initiale qu'elle a pas de désir. Parce que la sollicitation de son ou sa partenaire va peut-être faire monter son désir en elle et du coup lui donner l'envie d'avoir une activité sexuelle. Après, si son ou sa partenaire fait des demandes, mais qu'elle en a pas envie, qu'elle en voit pas l'intérêt, mais qu'elle consent quand même à avoir une activité sexuelle pour le plaisir de l'autre, là, on peut quand même parler de désir sexuel hypoactif. En fait, on va être tous et toutes impactés à un moment donné de notre vie par une baisse de libido. C'est normal d'avoir des périodes où le désir va être moins intense, et je dirais surtout en période de stress ou suite à un choc émotionnel, comme un décès ou une rupture amoureuse, ou suite à un changement de vie, que ce soit l'arrivée, le départ d'un enfant, un changement d'activité professionnelle, un déménagement. La baisse de libido va nous impacter peut-être même plusieurs fois dans notre vie. Par contre, si ça devient un problème fréquent ou constant, là peut-être que ça peut demander une attention particulière. Il y a plein de facteurs qui vont influer sur le désir sexuel et qui vont peut-être le renforcer ou l'inhiber. Et du coup, ce qu'on va voir là par la suite, c'est les différents facteurs justement qui peuvent impacter ce désir sexuel. Je dirais déjà qu'au niveau physiologique, on va avoir le comment va mon corps. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que mon corps est en bonne santé? Est-ce que j'ai des cicatrices? Est-ce qu'il y a des choses qui font que mon corps ne peut pas être mobilisé facilement? Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce que je prends des traitements qui peuvent impacter aussi mon désir? Les hormones aussi peuvent impacter la libido. Alors quand je dis hormones, là on peut vraiment être impacté par plein de choses au niveau de la libido. Ça peut être la contraception qui convient ou convient pas. Ça peut être, s'il n'y a pas de contraception, un dérèglement hormonal. Ça peut aussi être lié aux hormones thyroïdiennes qui peuvent influencer le désir sexuel s'il y a un excès ou une insuffisance de leur production. Ça peut être aussi de vérifier au niveau des oestrogènes, au niveau de la testostérone. Vraiment, les fluctuations hormonales, il peut y en avoir énormément. Alors déjà, les fluctuations hormonales naturelles, elles vont être impactées par le cycle menstruel, la grossesse, l'allaitement, le postpartum, la ménopause. Tous ces moments de vie peuvent entraîner des fluctuations hormonales qui vont avoir ou non un impact sur le désir sexuel. Après, on peut avoir aussi des déséquilibres hormonaux qui peuvent être causés par des conditions médicales, par des changements physiologiques qui peuvent impacter ou non en bien ou en moins bien le désir. Et certains traitements médicaux, comme je le disais tout à l'heure, peuvent aussi impacter le désir. Je pense notamment à la prise de certains médicaments comme les antidépresseurs. Si vous ressentez une baisse de désir et que vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à lire les effets secondaires ou à demander à votre médecin si vous avez le moindre doute. Tout à l'heure, je vous ai dit que le corps pouvait impacter le désir et on était sur le comment va mon corps. Moi, j'ai aussi envie de vous alerter sur le fait que la perception de votre corps va
impacter votre désir. Et là, on est plus sur le comment je me sens dans mon corps. Donc, comment je me sens dans cette apparence physique? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que j'ai une image positive de moi qui va peut-être favoriser l'épanouissement sexuel? Ou alors, est-ce que je n'aime pas mon corps? Est-ce que certaines parties de mon corps me dérangent? Et là, du coup, ça peut être un facteur qui va déclencher une baisse de désir. Si je ne m'aime pas, si je n'aime pas mon corps, si je n'aime pas les parties de mon corps, peut-être que vous n'allez pas, entre guillemets, avoir envie de vous-même. Donc, l'image corporelle va vraiment impacter en positif ou en négatif le désir sexuel. Il peut y avoir aussi des aspects relationnels qui vont impacter le désir. Donc, comment je me sens avec mon ou avec ma partenaire? Est-ce qu'il ou elle m'attire toujours? Est-ce que j'aime encore son odeur? Est-ce que je me sens en confiance avec lui ou avec elle? Est-ce qu'on a encore de la complicité? Est-ce que je ressens encore de l'admiration pour mon ou ma partenaire? Est-ce que nous avons une bonne communication, que ce soit au sens global ou sur le sujet de la sexualité? Est-ce qu'il y a des problèmes dans notre relation? Est-ce que nous avons assez de moments d'intimité? Et quand je dis intimité, je ne pense pas qu'au moment de sexualité, mais vraiment l'intimité au sens large, passer du temps ensemble, se faire des câlins, sans sexualité forcément derrière, se faire des bisous, pouvoir avoir des discussions qui vous animent chacun, pouvoir partager des moments, mais même aller au ciné reste un moment intime, se faire un resto de temps en temps. Est-ce que vous passez encore du temps ensemble, au-delà du temps sous la couette? Est-ce que vous avez aussi un équilibre entre moments de fusion où vous êtes ensemble et moments de diffusion où chacun va avoir son propre espace? Toutes ces questions peuvent vraiment vous aider à savoir si votre relation peut impacter ou non votre baisse de désir. Et ça arrive qu'un couple puisse avoir des difficultés à communiquer ou que la routine se soit installée et du coup la baisse de désir avec. Et dans ce cas, aucune inquiétude, il y a des solutions et la thérapie de couple et la sexothérapie en sont une. Il y a aussi des aspects psychologiques qui peuvent jouer un rôle déterminant dans le désir sexuel. Dans l'aspect psychologique, je vais mettre plusieurs choses. Déjà, ça peut être comment je me sens, comment va ma santé mentale. Est-ce qu'en ce moment je vais bien? Est-ce que je me sens anxieux ou anxieuse? Est-ce que je me sens en dépression? Comment vont mes émotions? Quelles émotions déjà je ressens? Et là vraiment, je sais que les émotions peuvent être des leviers qui vont être puissants dans la dynamique du désir. Si je donne un exemple, l'amour et la connexion émotionnelle vont vraiment nourrir le désir. Là où par exemple le stress et les conflits peuvent agir comme des freins. Alors ça c'est pour certaines personnes, pour d'autres, la gestion de conflit peut se calmer sous la couette. Donc là, c'est vraiment, chacun va avoir encore une fois sa propre recette et ses propres besoins. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, que ce soit au-delà de votre image physique, si vous vous sentez mal dans votre tête, si vous vous sentez mal professionnellement, si vous vous sentez mal dans votre vie, ça peut avoir un impact sur votre désir. Ça peut ou pas. Ça dépend encore une fois des personnes. Et puis, au niveau psychologique, on peut aussi aller voir au niveau des croyances, de ce que représente un peu la sexualité. Donc là, vous pouvez vous demander quelle est votre vision de la sexualité, qu'est-ce qu'on vous a inculqué aussi autour de la sexualité, quelles sont vos attentes autour de la relation sexuelle, autour de la sexualité. Vous pouvez aussi vous demander ce qui vous excite pas, et forcément, quelles sont vos expériences personnel en matière de sexualité. Tout ça, ça peut avoir un impact sur votre désir sexuel, encore une fois, en bien, ou, je vais pas dire en mal, mais en tout cas, l'inhiber un petit peu. Donc c'est vraiment un équilibre entre le côté psychique, le côté émotionnel, le côté physique, le côté physiologique avec le côté physique et hormonal, le côté relationnel qui peut impacter le désir. Et il y a aussi un aspect qu'on ne maîtrise pas forcément, qui est l'aspect de ce qu'on voit dans les magazines, de ce qu'on voit d'un peu des stéréotypes qu'on peut avoir en matière de sexualité, où très souvent on peut déclencher une anxiété de performance. Je pense notamment aux magazines qui vont montrer des corps parfaits et parfaitement retouchés surtout, mais des corps qui nous font dire qu'il faut ressembler à ça, ou qu'il faut faire l'amour 2 fois par semaine parce que sinon le couple va mal. Toutes ces injonctions qui peuvent être transmises par les autres, par la société, par les médias,
et qui peuvent nous faire dire que, en gros, on correspond pas aux normes ou qu'on répond pas à la quantité. Et quand tout à l'heure je parlais de corps parfait, on pense souvent dans ces cas-là aux femmes, mais la fixation sur la taille du sexe, c'est pareil pour les hommes et ça peut être quelque chose qui est très complexant pour eux. Donc voilà, tous ces stéréotypes, on en a autant pour les hommes, autant que pour les femmes, et ça peut vraiment avoir un impact négatif sur notre désir sexuel. Donc du coup, face à ça, malheureusement, toutes ces injonctions, j'essaye de les déconstruire moi au cabinet. Après, voilà, il y a des choses, comme je disais, qu'on ne maîtrise pas, qui sont dans la culture quotidienne, qui sont dans les médias, et ça va vraiment être une déconstruction que vous pouvez faire vous-même avec votre partenaire, avec des thérapeutes, avec des sexologues, si vous en ressentez le besoin, parce que vous pouvez ressentir que ça va être une source d'angoisse ou de pression inutile pour vous. Et justement, en termes un peu de fausses idées autour du désir sexuel, moi j'ai envie déjà de démonter l'idée que le désir sexuel doit être constant. Non, en fait c'est pas qu'il doit être constant, c'est qu'il ne l'est forcément pas. On est des humains, on a des émotions, on a des hormones, on a des envies, on a de la fatigue, et du coup votre désir sexuel sera toujours fluctuant, que vous soyez une personne avec un sexe masculin ou une personne à vulve. Et quand je dis fluctuant, il peut être fluctuant dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans les saisons. Il sera vraiment fluctuant. J'ai envie aussi de démystifier un peu l'idée que le désir sexuel, c'est la seule mesure de la valeur d'une relation. En fait, un couple qui fait l'amour 3 fois par semaine, il n'est pas plus stable qu'un couple qui fera l'amour 1 fois par mois. Ce qui compte, c'est vraiment de faire l'amour quand les 2 personnes en ont envie. Et une dernière idée que j'ai envie de déconstruire, c'est que désir égale acte sexuel. En fait, pas du tout. On peut avoir du désir et avoir un acte sexuel derrière. On peut avoir du désir et ne pas avoir d'acte sexuel. Et on peut avoir un acte sexuel sans forcément avoir du désir avant. Et là, pareil, pour vous parler de ça, je vous ai mis un petit schéma sur les ressources de l'épisode où en fait, si je vous présente un peu une roue du désir dans laquelle on va avoir désir, excitation, rapport sexuel, pic de plaisir. Ça, c'est autour de la roue. On peut rentrer dans un rapport sexuel alors qu'on n'a pas de désir, mais qu'on se sent excité. On peut rentrer dans un rapport sexuel justement parce qu'on a du désir, qu'on est excité, et que là, on a envie du rapport. Un grand critère qui va influer le désir sexuel, c'est l'intimité physique et émotionnelle avec l'autre personne. S'il n'y a pas d'intimité physique, s'il n'y a pas d'intimité émotionnelle, certaines personnes vont avoir plus de mal à ressentir du désir et à se sentir excitées et à avoir envie de rentrer dans un rapport. Moi, ce que je préconise toujours pour tous les couples, pour toutes les personnes qui ont ou qui ont moins de désir d'ailleurs, c'est de vraiment renforcer cette intimité physique et émotionnelle en passant du temps avec son partenaire. Alors ça veut pas dire passer du temps et être collés ensemble et pas passer du temps qualitatif. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un équilibre entre fusion et diffusion, mais à un moment donné, la fusion doit se créer. On peut pas ne jamais se voir, ne jamais se parler, essayer de construire une relation et se dire « Ah là j'ai envie de toi tout le temps dès que l'autre en a envie ». Non, ça marche pas forcément toujours comme ça. Donc voilà, je sais que certaines personnes ont énormément besoin de créer cette intimité émotionnelle pour pouvoir se sentir bien et avoir envie de créer une intimité physique et sexuelle. Je tiens aussi à préciser que dans un couple, le désir va aussi évoluer en fonction du temps, en fonction des transformations de la relation et en fonction de comment évolue la relation. Ça arrive qu'au début, on se sente un peu dans une relation qui est passionnelle et qu'on ressente au début, et c'est très souvent qu'on me dit ça en consultation, oui, au début, on avait tout le temps envie l'un de l'autre. Oui, c'est normal, c'est au début. Les hormones et les phéromones jouent ce rôle de on a vraiment envie de l'autre, on veut passer tout notre temps avec l'autre. Ensuite, il peut y avoir des changements au niveau de la relation qui vont impacter le désir sexuel. Des changements au niveau peut-être de la parentalité. Alors, ça peut être quand vous devenez parent, ou ça peut être avant aussi, parce que selon le temps que vous mettez à avoir un enfant, la relation sexuelle parfois peut en être impactée, dans le sens où des fois on peut avoir l'impression d'avoir des rapports qui vont être très programmés. Le pic d'ovulation c'est maintenant, donc c'est maintenant qu'on doit avoir un rapport. Ça peut
impacter la vie et le désir sexuel. Dans les changements, donc je mets aussi les changements liés à la parentalité, parce que du coup, vous voyez plus votre partenaire de la même façon quand il devient père ou mère. Ça peut être aussi un changement de travail, un changement de région. Vous pouvez être impacté par une maladie ou changement au niveau de la ménopause ou de l'andropause qui vont impacter le désir sexuel. On a tendance à croire qu'on a plus de désir quand on est jeune, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut avoir plus de désir quand on est un peu plus mature parce qu'on va peut-être bien se connaître, mieux connaître son corps. Mais parfois aussi, on se connaît tellement dans le couple qu'on va plus oser changer un peu de script sexuel et du coup, on va un peu toujours faire la même chose et ça, je sais que ça peut aussi inhiber le désir. Donc vraiment, pour entretenir le désir dans le couple, ça va être important de pouvoir discuter de ses attentes, de ses envies, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on voudrait découvrir aussi et de ce qu'on veut pas découvrir. C'est ok de poser son cadre. Et je sais que c'est pas toujours facile de discuter de ça. Justement, dans l'atelier que j'ai donné samedi, il y a une personne qui me disait « Mais oui, mais on fait comment pour en discuter quand c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à parler dans le couple ?» Alors déjà, c'est important de choisir le bon moment. On parle pas forcément de ça entre le fromage et le dessert avec les enfants à côté. Ça peut être vraiment l'idée de créer un petit peu des moments propices pour parler de ça, d'avoir justement du temps de reconnexion où vous avez un long temps devant vous, peut-être pour parler d'abord, je dirais pas de la pluie et du beau temps, mais de comment vous vous sentez, de comment va chacun, de qu'est-ce qui le préoccupe, etc. Et quand vous sentez que c'est le moment, vous pouvez amener le côté sexuel. Ça peut aussi être de dire tiens j'ai écouté un podcast sur le désir et du coup je me disais que ça pourrait être l'occasion d'en parler tous les deux. Ou j'ai lu un article où il y a des petits jeux qui peuvent justement favoriser ça. Je pense d'ailleurs au jeu Discutons. Alors Discutons qui s'écrit Discultons. Et là c'est vraiment des petites cartes que vous piochez. Il y a 3 niveaux sur les cartes, donc niveau 1, on va dire plutôt accessible, niveau 2, on rentre déjà dans des discussions un peu plus intimes, et niveau 3, on va dire qu'on est un peu plus dans le hot. Mais déjà dès le niveau 1, vous pouvez aborder un peu vos envies sexuelles de manière, je dirais, plus ludique. Autour d'un apéro, on se pioche 1 ou 2 cartes, et puis ça permet de désinhiber un peu sur le sujet. Quand vous en parlez, veillez aussi à utiliser, je dirais, un langage positif quand vous parlez de ça. De valoriser aussi l'autre, de mettre en avant. Moi, j'aime bien utiliser la technique du sandwich. Dire quelque chose qu'on aime bien, peut-être dire quelque chose qu'on aimerait améliorer ensuite, et finir par ce qu'on aime chez notre partenaire. Voilà. Et vous pouvez vraiment renforcer, le pain peut être de plus en plus épais dans le sandwich, 3 choses qui se passent bien dans la relation sexuelle, 1 chose que vous aimeriez améliorer et 2-3 choses que vous aimez chez le partenaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau va plus retenir le négatif. Donc si vous le valorisez avec plein de positifs, au moins on pourra se dire « Ok, ça c'est juste un axe d'amélioration, mais il y a tout ça qui va bien. » Donc on se sent l'énergie et la confiance de travailler là-dessus. Et puis on peut aussi voir la sexualité et les discussions autour de la sexualité un peu comme... Moi j'aime bien le côté ludique et comme un jeu parce que ça permet en fait de se découvrir. Ça permet vraiment de se dire tiens est-ce que toi t'as envie d'explorer ci ou t'as envie d'explorer ça, oui, non, et en fait qu'est-ce qu'on aimerait explorer ensemble. Parce que c'est vrai que ça aussi c'est très souvent revenu que oui mais du coup comment avoir envie quand on sait qu'on va toujours faire la même chose. Moi j'aime bien prendre l'exemple du restaurant. Oui, il y a des fois on aime bien aller dans le même restaurant et manger le même plat parce qu'on sait que c'est un bon restaurant, qu'on sera bien reçu et que on va bien manger. Sauf que si on vous sert le même plat tous les jours, il y a un moment donné vous allez peut-être vous en lasser. Alors c'est se dire ok, ça c'est un restaurant, une position ou un script, on sait qu'il marche bien et qu'on va l'utiliser de temps en temps parce que on aime bien y revenir à celui-là. Mais ça peut être aussi de se dire finalement, là aujourd'hui on a un peu de temps, on pourrait peut-être découvrir un nouveau resto. Ou alors dans le même resto, un nouveau plat. Bon, j'arrête ma métaphore du resto, mais ça peut être une nouvelle position. Ça peut être de commencer autrement. Ça peut être de se dire, tiens, pas de pénétration. Ou alors, et si on commençait par un massage ? Après, le script, donc quand je dis script, c'est vraiment ce qui va se passer dans la relation sexuelle. C'est vous qui le mettez. Vous pouvez même vous voir un peu comme des scénaristes et de vous dire tiens aujourd'hui qu'est-ce qu'on y met dans ce script.
Du coup, essayez vraiment, dans la mesure du possible, avec la créativité de chacun et de chacune, de trouver des nouvelles choses. Si c'est la routine qui vous ennuie, et si vous avez plus de mal à en parler, ça peut être aussi, vous mettez une sorte de petite boîte ou un bocal dans lequel vous allez chacun glisser au rythme que vous voulez des idées, des envies. Et puis, au moment de l'apéro ou au moment où vous avez envie d'avoir un rapport, vous piochez un ou plusieurs papiers et du coup, vous réalisez ou non ce qui est écrit sur le papier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je sais, peut donner envie. Une autre question qui m'a aussi beaucoup été posée, qui est un peu différente de comment on fait quand on fait toujours de la même façon, c'est plutôt comment on fait quand l'autre vient nous chercher un peu toujours de la même façon et que du coup on le voit venir à 15 000 et que ça nous excite clairement pas. Alors, moi je conseille pas de dire à l'autre là t'es lourd ou t'es lourde, tu viens toujours de la même façon, je te vois venir à 15 000 et du coup j'ai pas envie. Là clairement on va le braquer, il ou elle aura plus trop envie de venir. Mais ça peut plutôt être d'ouvrir la discussion sur finalement comment l'autre personne pourrait nous séduire, nous exciter. Et comment nous aussi on pourrait le séduire ou l'exciter. Parce que souvent on remarque que l'autre vient toujours nous voir de la même manière, mais peut-être que nous aussi on vient toujours le ou la voir de la même manière et que voire même on va pas le voir parce que des fois il y a des couples où on va pas le ou la voir et puis ça peut être gênant pour l'autre. Donc moi je dis toujours que déjà même si vous avez pas envie que l'autre vienne vous voir, c'est ok de le dire, mais de le dire genre là à l'instant T j'ai pas forcément envie, mais n'hésite pas à revenir dans un moment, ou alors je te ferai signe entre guillemets quand j'aurai envie, ou quand j'aurai envie tout de suite, ou alors quand je serai ok pour que tu viennes un petit peu me chercher. Déjà ça peut être ça. Et puis quand on essaye de dire à l'autre personne moi j'aimerais bien que tu viennes peut-être m'exciter d'une certaine manière, et qu'il ou elle le fait, même si forcément ça sera peut-être pas naturel sur le coup. Dans ce cas-là, ne vous moquez pas de lui ou d'elle, parce que forcément que c'est pas naturel, puisque c'est pas ce qu'il fait de base. Donc ce qu'il ou elle bien sûr fait de base. Je trouve que quand on se moque de la personne, ça va lui faire perdre confiance, alors que du coup il s'était un peu donné les moyens d'oser faire ce qu'on lui avait plus ou moins demandé. Donc toujours le valoriser et pour lui donner confiance. Et genre ok, j'ai vu que là j'en sais rien, t'as essayé de me parler d'une autre manière que ce qu'on disait, ou alors au lieu de venir me séduire en j'en sais rien, me touchant la poitrine, t'es venu par un massage et c'est chouette, etc., etc. On m'a aussi demandé comment on peut arriver à se modifier dans le quotidien, alors qu'on rentre de boulot, qu'on est crevé, qu'on a clairement 1000 trucs à faire entre peut-être la gestion des enfants quand il y en a, ou la préparation du repas, préparation des affaires du lendemain, et qu'on a juste envie de se reposer. Et souvent on me dit alors que quand on part en week-end, en fait ça va mieux. Alors pourquoi quand on part en week-end, parfois ça va un peu mieux? Déjà parce qu'il y a le temps de connexion au couple, ce qui fait que du coup, vous avez recréé de l'intimité. Aussi, quand on part en week-end, il peut y avoir ce moment où on se dit on va avoir un petit moment intime, alors du coup je vais me préparer, peut-être que je vais prendre le parfum qu'il ou elle aime bien, peut-être que je vais prendre les sous-vêtements qu'il ou elle aime bien, peut-être que je vais me mettre du vernis, m'épiler, préparer mon corps. Et en fait, cette préparation qui n'est pas du tout que corporelle ou que de la valise, c'est aussi une sorte de préparation mentale où on se prépare à partager un moment intime, un moment chouette avec notre partenaire. On l'anticipe et en fait, on fait monter le désir en l'imaginant. Donc, ce que je peux proposer dans ce cas-là, c'est effectivement, vous pouvez vous mettre des rendez-vous dans le quotidien où vous vous dites ce soir, on a un moment pour nous, qui est rapport sexuel ou pas. Mais ce soir, entre guillemets, on a un moment où on va prendre un petit apéro, où on va discuter, et puis un moment câlin. Et après, vous y mettez ce que vous voulez dans le moment câlin. Mais en tout cas, vous verrez que le fait de vous donner rendez-vous peut avoir un effet qui va augmenter le désir. Pour certains, ça va l'inhiber. Et auquel cas, vous le testez. Si ça marche pas, vous le faites pas. Mais je sais que dans le rapport programmé, parfois, pour certaines personnes, ça peut leur permettre de se dire, ok, mentalement, en fait, je vais vraiment me préparer, je vais faire tout ce que j'ai à faire avant pour que ça me pollue pas l'esprit à ce moment-là, et je vais réunir toutes les conditions pour que ce moment soit vraiment un moment top.
Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir des rapports spontanés, et pour moi, les rapports programmés n'empêchent pas les rapports spontanés et inversement. C'est vraiment trouver l'équilibre au milieu de ça. Mais parfois, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui peut faire remonter le désir. Je vous laisse vraiment trouver votre rythme entre rapport spontané et rapport programmé. Le rythme qui vous convient. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a une baisse de désir ? Eh bien déjà, on va un petit peu faire un travail d'enquête en se disant, ok, depuis quand j'ai plus de désir ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Oui, non. Est-ce que j'ai plus de désir parce que physiologiquement, il y a quelque chose qui va pas ? Est-ce que je prends des traitements ? Est-ce que j'ai changé ma contraception ? Est-ce que je suis dans une période de transition qui peut être au niveau hormonal ? Donc je pense à après une grossesse, préménopause, ménopause, andropause. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ma thyroïde ? Est-ce qu'il y a eu une opération, etc., etc. On peut se demander, mener une enquête aussi au niveau de notre relation. Comment ça se passe dans notre couple ? Est-ce qu'on communique bien ? Est-ce qu'on a des projets communs ? Est-ce qu'on arrive à se retrouver déjà hors de la sexualité ? Est-ce qu'on a besoin peut-être de se faire accompagner ? Est-ce qu'on se pose ou non des questions par rapport à notre couple d'ailleurs ? Et au niveau psychique ou émotionnel, comment on se sent ? Est-ce qu'on se sent stressé ? Et auquel cas, si on se sent stressé, on peut pratiquer du sport, du yoga, de la relaxation, de la sophro ? Est-ce qu'on a des croyances qui vont être bloquantes au niveau de la sexualité ? Si c'est le cas, on peut se faire accompagner par un coach, par un sexologue, par un psy. Est-ce que on a des douleurs ? Donc là, je reviens un peu sur le côté physiologique, mais s'il y a des douleurs au niveau des parties génitales ou autres, n'hésitez pas à consulter un gynéco, un sexologue ou un kiné. Moi, je conseille toujours d'abord le gynéco et ensuite il vous réorientera. On peut aussi nourrir son désir avec des pauses érotiques. Alors, qu'est-ce que des pauses érotiques ? Mais c'est dans votre quotidien, mettre du temps pour un peu travailler vos fantasmes. D'ailleurs, je reviendrai sur les fantasmes parce que j'ai oublié de vous en parler alors que ça me semble quand même très important. Les fantasmes, ça va être des choses que vous imaginez dans votre tête, des images, des moments, des choses que vous aimeriez vivre ou pas, mais des choses qui vont stimuler votre excitation. Quand on est dans le fantasme, on est vraiment dans le cérébral. Et le désir sexuel, c'est un mélange du cérébral et du corporel. Comme si le cerveau allait stimuler le corps à ressentir peut-être une accélération cardiaque, peut-être une lubrification, peut-être une érection pour l'homme. Donc en fait, dans la sexualité, on va vraiment avoir ce travail des deux parties, le corps et le cerveau, qui vont fonctionner ensemble pour que l'envie et le rapport fonctionnent bien. Quand je parle de pause érotique, ça peut être d'écouter un podcast un peu érotique. Ça peut être de lire une lecture érotique. Ça peut être de regarder des images érotiques ou pornographiques, selon ce que chacun préfère. Ça peut être d'avoir une discussion aussi érotique aussi, mais c'est de nourrir un petit peu son quotidien autour de l'érotisation, de la sexualité. Remettre une place, en fait, à l'érotisation dans son quotidien, tout simplement, et cultiver son imaginaire érotique. Et ça se fait pas forcément tout seul dans le quotidien. On n'a peut-être pas forcément ce temps-là, parce que on a un quotidien bien rempli entre les enfants, le boulot, la belle famille, les amis, les tâches ménagères, les courses, la charge mentale. Je peux vous en rajouter des milliards, mais du coup, des fois, il n'y a plus trop de place pour les fantasmes érotiques. Donc du coup, n'hésitez pas à vous mettre entre 10 et 20 minutes régulièrement, si vous voulez pas le faire tous les jours, un peu de temps pour cultiver ces petites pauses érotiques qui ne sont rien qu'à vous, qui peuvent déclencher sur de la masturbation ou un rapport sexuel ou pas, mais qui sont essentielles aussi pour travailler votre désir sexuel. Parce que vous pourrez avoir recours à vos fantasmes quand vous avez envie de sexualité ou pour vous aider à développer votre désir sexuel. Si je devais résumer, je vous ai dit beaucoup de choses, je suis peut-être partie un peu dans tous les sens, mais j'avais pas envie que ce soit un podcast trop linéaire. Si je dois résumer, on va tous et toutes avoir des baisses, ou je dirais même des fluctuations de désir dans notre vie, à différents moments de notre vie, pour différentes raisons. Si vous sentez que c'est une baisse de désir qui dure et qui surtout vous fait souffrir,
parce qu'elle vous met dans une position inconfortable, aussi bien vous-même avec vous-même que vous-même dans votre relation, n'hésitez pas à, comme je disais, mener un petit travail d'enquête et vous faire accompagner pour travailler là-dessus. Donc, quand je dis petit travail d'enquête, c'est déjà voir si vous avez une propre idée de d'où ça peut venir, relationnel, émotionnel, physique, physiologique, psychique. Et puis, en fonction de déjà votre propre ressenti là-dessus, de vous orienter vers là où les personnes qui peuvent vous accompagner. Gynéco, sexologue, thérapeute de couple, psychologue, énergéticien, kiné, parce qu'il y a des douleurs, etc., etc. Et en fonction, alors moi je dis toujours qu'il faut une petite team pour se faire accompagner sur certaines choses, donc n'hésitez pas à aller voir aussi plusieurs personnes. Et si vous êtes en couple, parlez-en avec votre partenaire, parce que c'est quelque chose que, voilà, n'ayez pas honte d'en parler, c'est pas parce que vous n'avez pas ou plus de désir que c'est de la faute de votre partenaire ou que c'est parce que la relation va mal. D'ailleurs, très souvent, on se rend compte que quand il y a plus de désir, c'est qu'il n'y en a pas forcément déjà pour soi-même en termes de masturbation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de prendre en compte, que ce soit à l'échelle du couple ou à l'échelle de vous-même. Si vous avez la moindre question suite à ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je vais laisser les commentaires activés pour ce podcast et donc du coup sur les épisodes de l'article qui est lié à ce podcast. Vous pouvez aussi me contacter par mail sophie@dubonheurembarre.com ou par Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire et 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Pour recevoir votre dose de bonheur en barre, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurembarre.com. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurembarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.